Quand on lit du yaoi, du boys love, on a l'habitude des one-shots ou des histoires en 2 ou 3 tomes maximum. Les histoires courtes sont donc monnaie courante, mais plus on s'habitue à un genre, plus nos goûts et nos exigences s'affirment, et dans mon cas, j'ai rapidement préféré me concentrer sur des scénarios un peu plus longs, plus poussés, pour pouvoir suivre plus longtemps les personnages auxquels j'ai pu m'attacher. Si vous aussi vous êtes à la recherche de séries qui comptabilisent au moins 7 volumes, et bien plus encore, vous êtes au bon endroit. Je ne vais présenter que les séries que je possède, alors n'hésitez pas à me proposer des titres qui manqueraient dans ma petite liste. Je m'en tiendrai aussi seulement aux œuvres sorties en France. Pour les connaisseurs et connaisseuses, je pense que vous en connaîtrez certaines, mais j'espère pouvoir vous en faire découvrir au moins une ou deux. Pour chaque série, je ferai un résumé global avec mon avis général en évitant au maximum les spoilers, mais si vous voulez une critique un peu plus élaborée pour un ou plusieurs des titres dont je vais parler, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, et je me ferai un plaisir de vous sortir une vidéo dédiée. On va commencer avec une petite catégorie un peu spéciale, les séries On y était presque, des histoires terminées en 6 tomes et qui du coup sont presque rentrées dans ma définition de manga long, mais quand même pas tout à fait. Ten Count de Takarairi Ito, sorti chez Taifo Comics. Pour ceux qui ont déjà vu ma vidéo sur Six Lovers, vous savez que j'adore cette mangaka et toutes ses œuvres, dont celle-ci. Ten Count raconte le quotidien de Shirotani Tadaomi, un jeune secrétaire qui souffre de misophobie poussée à l'extrême. La misophobie, c'est la peur irrationnelle des microbes. Du coup, non seulement il porte des gants en toute occasion, mais il évite aussi tout type de contact avec les gens et même les objets au maximum si ce qu'il touche n'est pas désinfecté. On peut dire qu'il était paré pour l'arrivée du Covid. Ce charmant jeune homme va faire la rencontre de Kurose Riku, un psychiatre, même si leur rencontre ne se fait pas du tout dans un cadre médical. Kurose va proposer gracieusement son aide à Shirotani pour tenter de le débarrasser de sa misophobie, ce que celui-ci va accepter un peu à reculons, et il va devoir faire une liste de 10 choses qu'il est pour le moment incapable de réaliser, comme boire dans le même verre qu'une autre personne par exemple. Au cours des 6 volumes, on découvre le passé de Shirotani, celui de Kurose, pourquoi le psychiatre tient tant à lui venir en aide, quitte à le voir sur son temps libre, et si notre héros sera capable de venir à bout de ces 10 épreuves. Une lecture pas toujours ultra subtile, mais que je vous conseille tout de même pour ses dessins que j'aime beaucoup, ses personnages vraiment intéressants et profonds, et les thèmes plutôt originaux que l'œuvre traite. Et puis c'est Takarairi Ito, on n'est jamais déçu en sortant d'un de ses mangas. Silent Love de Takanaga Hinako, sorti chez Asuka, l'ancienne branche Boys Love de Kaze. Takanaga Hinako est une mangaka plutôt prolifique depuis 2001, et on parlera d'une autre de ses séries un peu plus loin dans la vidéo. C'est donc un nom qui revient quand on s'intéresse au yaoi. Dans Silent Love, on suit Toono Satoru, un lycéen qui a un gros béguin pour Tamiya Keigo, un camarade de lycée, star du club de baseball. Malheureusement pour lui, sa timidité maladive l'empêche de se déclarer à l'élu de son cœur. Mais heureusement pour le lecteur, c'est Tamiya, lui aussi amoureux de Toono, qui va se déclarer et ainsi débloquer la situation. On ne passe pas toute la série à suivre leur mise en couple, ce qui serait plutôt ennuyeux, mais on va suivre leur petite vie de couple entre les difficultés que Toono a pour s'exprimer au quotidien et l'intérêt qu'attise le populaire Tamiya auprès des autres bien malgré lui. C'est une histoire sympathique, toute douce, drôle et gentille sur l'importance de la communication dans le couple, mais évoquée en toute légèreté. L'originalité de l'histoire vient de Toono, dont on peut voir les pensées et les émotions réelles par l'intermédiaire de petites chibis de lui-même, bien utile puisque le personnage restera poker face du début à la fin de l'œuvre. Si vous cherchez une lecture sans prise de tête, avec des dessins agréables et des personnages appréciables, je ne peux que vous le conseiller. Vassalord de Chrono Nanae, sorti chez Soleil Manga, un éditeur qu'on ne voit pas beaucoup dans l'univers du Boys Love, mais Vassalord est un titre assez spécial dans son genre lui aussi. On part dans un univers gothico-vampirique où l'on fait la rencontre de Johnny Rayflow, un vampire donc qui mène une vie relativement débridée en compagnie de Charles Chris Hand, dont il est le maître. Charles a la particularité, en plus d'être un vampire, d'être aussi un cyborg doublé d'un chasseur de vampires. Oui, sa vie est un peu compliquée.
d'autant qu'il est très croyant, dans le sens catholique, et que pour rester le plus pur possible aux yeux de sa religion, il ne boit le sang que de son maître, Johnny. Johnny, qui ne se cache d'ailleurs pas d'avoir un petit faible pour cet homme si droit, et ne rate pas une occasion pour tenter de le séduire. On peut dire que leur relation est très particulière, avec ce côté maître-vassal saupoudré de sentiments plus ou moins profonds qu'ils ont et développent l'un pour l'autre. Mais l'histoire ne se concentre pas seulement sur le couple, bien qu'il en soit le point fort. Charles étant un chasseur de vampires, on a aussi droit à des missions et des enquêtes qui les mèneront à découvrir une organisation nommée Vassalord. Mais n'est-ce donc point le titre du manga? Vous l'aurez compris, il faudra s'occuper de cette organisation tout en découvrant le passé de Johnny et son histoire commune avec Charles, les anciens problèmes du maître risquant d'ajouter encore de l'huile sur le feu. Il faut un peu s'accrocher pour pouvoir bien suivre toute l'intrigue relativement complexe. Si vous êtes aventureux et appréciez l'ambiance ancienne Angleterre gothique, je ne peux que vous le conseiller, surtout que les dessins sont vraiment pas mal, surtout vers la fin, et l'ambiance plutôt unique en son genre. C'est quand même un ovni dans le genre yaoi, et il a la particularité d'être sorti en 7 volumes au Japon, mais 6 en France, le dernier tome étant un pavé regroupant les volumes 6 et 7. D'ailleurs, on entre à présent dans la catégorie des mangas ayant atteint 7 tomes, à commencer par Omairi Desuyo, une série en cours de Yamamoto Kotetsuko, sortie chez Boys Love IDP. Vous verrez que cette mangaka aussi est abonnée aux séries longues. Et désolé, je suis incapable de prononcer le titre anglais de ce manga, et donc son titre en France, mais il est affiché à l'écran. Ce serait chouette de soit garder les titres vraiment en japonais, quitte à ne pas le traduire, comme chez Asuka, ou alors de bien tout traduire justement en français. Mais avoir un titre traduit en anglais, c'est moyen et c'est beaucoup trop courant. J'aurais pu faire la remarque aussi pour Silent Love et pour les autres titres à venir, mais c'est beaucoup plus facile à dire forcément. Bref, Omairi Desuyo, c'est l'histoire de Misa Yuji, un jeune prêtre vivant dans un quartier tranquille et dont la famille tient le petit temple bouddhiste du coin. Il s'avère que sous sa façade de pure innocence, Yuji est très amoureux de son ami d'enfance, le fils du marchand de tofu, Saburo. Et comme on est dans un manga de Yamamoto Kotetsuko, évidemment que le beau Saburo partage les sentiments du gentil Yuji. Comme à chacune de ses œuvres, on entre ici dans une bulle de douceur avec des personnages plus mignons et attachants les uns que les autres. L'histoire est adorable, du genre tranche de vie où le problème principal de notre petit couple sera surtout de réussir à accorder leur emploi du temps et leur vie de famille pour se ménager de jolis moments d'intimité. Au fur et à mesure des tomes, de nouveaux personnages s'ajouteront, dont le frère aîné de Yuji que je trouve assez intéressant et qui aura droit à sa propre romance. C'est un manga qu'on peut mettre entre toutes les mains, les dessins enjolivent l'histoire et sont d'une douceur et d'une fraîcheur à faire pâlir n'importe quelle pub pour de la lessive. On peut dire que c'est vraiment la marque de fabrique de cette mangaka. Love Stage, qui est aussi le titre au Japon cette fois, de toute façon je vais au maximum utiliser les titres officiels en France, sauf quand j'arriverai vraiment pas à les prononcer quoi. Love Stage, donc, une série terminée de Eiki Eiki au scénario, et Taishi Zao, connu aussi comme Tsuda Mikiyo, au dessin, sorti chez Taifu Comics. Là on sort un peu du côté ultra mignon. Je pense que beaucoup connaissent Love Stage, surtout depuis la sortie de l'anime, mais je vais quand même faire un petit résumé. Sena Izumi est le plus jeune fils d'une famille d'artistes, acteurs, mannequins, chanteurs et j'en passe. À l'âge de 8 ans, il tourne bien malgré lui dans une publicité de mariage où il doit jouer le rôle d'une petite fille qu'il remplace au pied levé. Il doit donc se déguiser en fille, ce qui le marquera à vie. Dans cette pub, il est accompagné d'un petit garçon, Ichijo Ryoma, acteur en herbe. 10 ans plus tard, alors qu'Izumi est devenu un otaku invétéré, fan de Lararuru, une magical girl, le casting de cette pub fatidique est à nouveau rassemblé avec pour projet de rejouer la pub, mais avec les enfants qui auraient grandi. Bon gré mal gré, Izumi accepte de reprendre le rôle, juste pour cette fois, pensant faire ça rapidement et rentrer chez lui en enterrant toute cette histoire. Mais c'est sans compter sur Ryoma, qui lui aussi a bien grandi et qui nourrit depuis 10 ans un amour inconditionnel pour cette petite fille de l'époque, qui ne fera que se renforcer en la retrouvant sur le plateau, l'acteur n'étant évidemment pas conscient que sa dulcinée est en fait un garçon. Alors, ça part plutôt bien, l'histoire est drôle et fun, et les dessins sont assez beaux, on peut le dire, mais je ne suis pas super fan du titre.
Il ne m'a pas laissé un souvenir impérissable et le pitch de départ avec le quiproquo de Ryoma à propos d'Izumi passe très vite. En moins d'un tome, c'est plié et l'histoire redevient une romance yaoi beaucoup plus basique. Je ne suis pas sûre que ça méritait 7 tomes, mais c'est pas mauvais non plus. Je ne le conseille pas spécialement, mais si l'idée vous intéresse, franchement foncez. En plus, l'anime est sympa, fluide et coloré, et j'attends le spin-off Backstage avec curiosité en espérant qu'il arrive un jour en France. My Demon Enemy, une série terminée de Suzuki Tsuta, sortie chez Asuka, donc plus ou moins chez Kaze, comme je vous l'ai expliqué plus tôt dans la vidéo. My Demon Enemy, c'est un peu spécial, bien qu'il y ait effectivement 7 volumes en tout, il y a 2 histoires bien distinctes dans cette série, je m'explique, vous allez comprendre. Les tomes 1 et 2 racontent l'histoire d'Aki, un jeune homme issu d'une lignée maudite et qui est placé depuis longtemps sous la surveillance d'un démon habitant leur hôtel familial. Cet hôtel, pas celui-là. Atteint d'une grave maladie et seul depuis la mort de son grand-père, Aki se rend à l'hôtel familial pour tenter de demander de l'aide à cette fameuse divinité censée veiller sur lui. C'est ainsi qu'il fait la rencontre de Setsu, démon de son état, qui lui proposera un pacte qui n'aura pas que des avantages pour notre héros souffrant. Ça, c'est donc le scénario de cette partie, et il faut avouer que les dessins ne donnent pas forcément envie au premier abord. Mais ne partez pas tout de suite, car près de 2 ans après la fin des aventures du brave Aki et de l'exigeant Setsu, la mangaka a sorti une suite spirituelle en 5 tomes, et l'on peut déjà constater une nette amélioration au niveau visuel. Les tomes 3 à 7 de My Demon Enemy nous emmènent aux côtés de Shirota Tsumugi, un adolescent de 16 ans bien sous tout rapport, élevé comme une vraie jeune fille à marier par sa famille, et pour cause, il est sans le savoir fiancé au démon protecteur des Shirota. Le jour pile de son 16e anniversaire, son étonnant futur mari vient d'ailleurs sonner à sa porte pour réclamer son dû, et Tsumugi fait donc la connaissance de Kurayori, le démon renard, qui n'est pas si terrible qu'on pourrait le penser, et pas si pressé de se marier avec le jeune humain finalement. Entre leurs sentiments l'un pour l'autre qui vont évoluer, le retour de Setsu pour rappeler d'où tout ce scénario partait, et l'arrivée de potentielles menaces en la personne d'un homme pactisant avec les Ayakashi, d'autres démons, il y a de quoi passer un bon moment de lecture dans cette série qui, je trouve, se bonifie au fil des chapitres et de l'évolution de l'histoire, autant de Setsu et Aki que de Kurayori et Tsumugi. Et puis vous le savez, j'aime bien moi les récits de yokai. On monte encore d'un cran avec un titre comptabilisant 8 tomes à ce jour. Treat Me Gently Please, une série en cours de Nekota Yonezo, sortie chez Taifu Comics. C'est une série qui a un peu tardé à arriver en France par rapport à sa date de sortie japonaise, et les premiers volumes ont un peu vieilli, mais c'est peut-être la série où l'on voit le mieux l'évolution du style de la mangaka, autant dans ses dessins que dans ses thèmes et les points d'intérêt de son scénario. Tout commence avec Nemugasa Takashi, un lycéen inscrit dans une école privée qui a beaucoup de mal à garder ses notes à un niveau suffisant aux yeux de ses professeurs. Il lui pose d'ailleurs un ultimatum, si Nemugasa n'est pas dans le haut du panier au prochain test, il se verra contraint de quitter le lycée, puisqu'il n'a pas le niveau scolaire nécessaire pour cet établissement ayant un certain prestige. Au pied du mur, notre héros va prendre la pire décision possible et tricher lors de ce fameux examen, qu'il va donc réussir. Mais sa joie est de courte durée, car un autre élève, délinquant notoire du nom de Maya Hideyuki, l'a vu tricher pendant le test et lui impose un odieux chantage en échange de son silence. C'est ainsi que Nemugasa se voit contraint de satisfaire tout, et je dis bien tout, les désirs de Maya, à commencer par ce qu'il a dans le pantalon. Alors on peut le dire, ça commence vraiment très mal. Ce genre de début de relation forcée est un gros cliché d'une période que je pense et j'espère être révolue, mais je vous l'ai dit plus tôt, il y a une sacrée évolution dans l'histoire. Ne vous laissez pas refroidir par le début du manga, il y a par la suite quelques retournements qui m'ont agréablement surprise au niveau de Maya et de sa façon de voir sa relation avec Nemugasa. Ce dernier par contre a un peu de mal à évoluer, ce qui est dommage, mais l'histoire gagne grandement en qualité et en profondeur au fil des tomes, ça je peux vous l'assurer. On passe à un titre qui compte à présent 9 tomes et dont j'attends impatiemment le 10e déjà publié au Japon, même si on n'a pas eu de nouvelles depuis des années malheureusement. Love Pistols, une série en cours de Kotobuki Tarako, sortie chez Taifu Comics. Love Pistols, c'est spécial, très spécial, et moche, très moche.
Mais c'est l'un des yaoi qui a forgé mes goûts et fait se développer beaucoup de mes intérêts actuels dans le genre boys love, comme les histoires avec les hommes animaux et l'Omégaverse, alors que je n'avais aucune idée de ce que c'était à l'époque, et que techniquement ce n'en est pas vraiment un à proprement parler. L'univers de cette œuvre est vraiment atypique et difficile à définir je trouve, et incroyablement étendu, mais c'est aussi pour ça que je l'aime énormément malgré les dessins pires que pas terribles. Dans un monde où chaque être humain a une part animale en lui, Tsuburaya Norio, un adolescent au lycée, encore un oui, est capable de voir l'âme des gens et donc de savoir quel animal se cache en eux. Alors qu'il était dans le métro à tenter d'éviter les mains baladeuses des singes, littéralement, autour de lui, il est subitement attiré par une odeur bien plus singulière que les autres, et en la suivant, il tombe sur un homme jaguar, Madarame Kunimasa, qui va l'agresser dans les toilettes. Les trucs que je lisais quand j'étais ado, c'est trop glauque pour mon moi actuel. Mais heureusement, à l'époque, je n'avais pas d'âme et j'ai joyeusement continué ma lecture. Norio se trouve être d'une race très spéciale, excessivement rare, et Kunimasa veut en faire son compagnon. Notre héros n'est évidemment pas très d'accord sur le principe, et on va ainsi suivre son quotidien entre les avances du jaguar et l'arrivée de toute une ribambelle de personnages tous plus intéressants les uns que les autres, dont les relations familiales, amicales et amoureuses se feront de plus en plus complexes et passionnantes au fil des tomes. Si vous aimez à peu près les mêmes choses que moi, alors foncez, il y a un panel ultra étendu d'histoires et de personnages autour du sujet des hommes animaux, avec des coutumes tout aussi variées, vous y trouverez forcément votre compte à un moment donné. Ne vous laissez pas abattre par les dessins, au pire vous pourrez vous rincer un peu les yeux avec les 2 OAV adaptant les premiers chapitres, mais pas tout à fait le début, du manga et qui sont beaucoup plus agréables à regarder. Mais en attendant, on n'a pas fini et on va passer au titre avec un nombre à 2 chiffres, à commencer par le 10. Viewfinder, une série en cours de Yamane Ayano sortie chez Asuka. Encore un grand nom du boys love cette mangaka qui a aussi notamment fait Crimson Spell, qui sera très probablement présent dans mes séries les plus longues d'ici quelques temps, mais pour le moment on parle de Viewfinder. Takaba Akihito n'est pas un adolescent, même s'il en a l'air, c'est un jeune photographe freelance, toujours à la recherche du prochain scoop qui fera décoller sa carrière, quitte à se mettre en danger. Cette tête brûlée se met rapidement la mafia à dos, et comme on ne rigole pas avec les Yakuza, il se fait kidnapper par Asami Ryuichi, un des grands chefs qui compte bien lui faire passer l'envie de jouer avec son appareil photo. À partir de là, l'homme de pouvoir va se prendre d'intérêt pour le caractère et l'esprit libre d'Akihito, et aussi beaucoup pour son corps, c'est un manga très olé olé, et ils vont se croiser plus ou moins souvent en fonction des missions de chacun. Je ne vais pas y aller par 4 chemins, je n'aime pas vraiment les histoires de Yakuza, ni vraiment Asami et Akihito. Alors pourquoi je continue cette série? Fei Long. Ouais, j'ai un faible pour les personnages aux cheveux longs. Et le trait de Yamane Ayano est superbe, alors pourquoi se priver? Je peux bien supporter le couple principal si j'aime assez les personnages secondaires, même si l'histoire ne vole pas très haut, au niveau de la ceinture je dirais, et qu'il y a beaucoup de clichés, c'est loin d'être des mauvais moments de lecture pour autant. Pour les titres qui sont allés jusqu'à 11 tomes, on va commencer avec une série qui, elle, me fait globalement passer un moment de lecture pas terrible. Super Lovers, une série en cours d'Abe Miyuki, sortie chez Taifu Comics. Alors, que dire de Super Lovers? Kaido Haru, 17 ans, est un enfant métis né d'un père japonais et d'une mère canadienne. Ses parents étant séparés, il vit chez son père avec ses 2 demi-frères plus jeunes. Un jour qu'il va rendre visite à sa mère au Canada, qui lui a fait étrangement croire qu'elle était mourante alors que non, il découvre qu'elle a adopté un jeune garçon nommé Ren, 8 ans, qui est un enfant sauvage venant d'un orphelinat et gardant des traumatismes importants dus à son passé. Haru va aider Ren à s'ouvrir au monde et à accepter la bienveillance des autres êtres humains pendant le peu de temps où il va rester au Canada, avant de devoir le quitter pour rentrer au Japon. 5 ans plus tard, alors qu'un accident a rendu Haru amnésique, Ren débarque au Japon pour le rejoindre. Et là va commencer une relation un peu étrange entre eux, avec les souvenirs que Haru, 22 ans, doit retrouver, et ses sentiments envers Ren, 13 ans, qui finissent par beaucoup pencher du côté romantique de la balance. Oui, c'est pour ça que j'arrête pas de préciser leurs âges, pour une fois, ça me gêne. Ren est encore un enfant et Haru a une certaine emprise sur lui de par le fait de l'avoir apprivoisé au Canada. Je sais que quelques années passent le long des volumes, mais la sensation de malaise reste, surtout que leur relation va de plus en plus loin. Je ne suis pas attachée au personnage, le scénario est pour moi un peu tiré par les cheveux. Par contre, c'est très beau, on ne peut pas dire le contraire. Je n'ai pas accroché, donc ce n'est pas une lecture que je vous conseille, mais si ça vous intrigue, lancez-vous
peut-être que vous comprendrez et apprécierez mieux que moi, c'est tout ce que je vous souhaite. Et peut-être que je lui redonnerai sa chance avec un regard neuf plus tard, quand ce sera terminé. The Tyrant Who Fall in Love, une série en cours de Takanaga Hinako, comme on se retrouve, sortie cette fois chez Taifu Comics. Je dois avoir un problème avec le nombre 11 parce que ce titre ne fait pas non plus partie de mes préférés, même si je l'aime un peu plus que Super Lovers qui me laisse globalement perplexe, je n'ai pas ce problème avec The Tyrant Who Fall in Love. Tatsumi Soichi, un scientifique travaillant dans une université, est la cible de l'amour inconditionnel de Morinaga Tetsuhiro, un étudiant de 2 ans son cadet. Le problème, c'est que Tatsumi est un homophobe convaincu doublé d'un caractère relativement violent. Il a vraiment tout pour plaire. Malgré cela, il va se laisser aller dans les bras de Morinaga après une soirée un peu trop arrosée, et va alors débuter entre eux une relation on ne peut plus compliquée. Le scénario oscille entre l'humour et le sérieux sans trop savoir où se poser, mais le vrai souci, c'est surtout que la mangaka ne fait pas beaucoup évoluer ses personnages et du coup leur couple n'avance pas non plus des masses. Et sur autant de volumes, ça commence à être un petit peu long, surtout avec le sale caractère de Tatsumi et Morinaga qui est obligé de jongler entre une attitude de carpette et une attitude de forceur. Mais enfin, depuis le temps, j'attends quand même leur fin heureuse, ils le méritent après toutes les péripéties qui leur tombent dessus. Je me suis quand même un peu attachée à ces deux grands idiots qui galèrent depuis aussi longtemps. On monte encore un peu plus avec les titres qui sont allés jusqu'à 13 tomes, qui sont bizarrement moins maudits pour moi que ceux à 11. Leg the Beast, une série en cours de Yamamoto Kotetsuko, Le Retour, sortie elle aussi chez Boys Love IDP. On y suit Ueda Tomoharu, un jeune officier de police travaillant dans une des petites villes les plus tranquilles du Japon, dans un petit commissariat de quartier. Mais sa petite vie bien calme et bien rangée va basculer le jour où, au détour d'une arrestation d'un voleur de sous-vêtements, il fait la rencontre du fils du chef du clan de Yakuza local, Gotoda Aki. Le jeune voyou a un coup de foudre fulgurant pour le brave représentant de la loi et ne se retient pas de lui en faire part sur le champ. D'abord réticent, Ueda finira par se laisser convaincre de fréquenter ce mafieux au look improbable et commencera alors une relation pleine de douceur, d'affection, mais aussi de beaucoup de moments drôles et attendrissants. Comme le sait si bien le faire la mangaka. C'est avec plaisir que je suis cette série très feel-good, du genre tranche de vie, et vraiment mignonne. Je maintiens que je n'apprécie pas les histoires de mafieux, mais on est très loin d'un vieux Finder ou d'un Binoïseux et ses suites. Aki est trop chou pour être un vrai Yakuza, et on peut dire que son clan, bien installé dans cette petite ville où il fait bon vivre, est loin d'être le roi du crime organisé. Ce sont de petits malfrats attachants, et son mode de vie s'oppose à celui d'Ueda, si droit et si fier d'être policier, ce qui amène à plein de situations cocasses. C'est adorable, avec des dessins toujours aussi agréables, et je sais parfaitement que quand j'ouvre un volume, c'est pour passer un bon moment avec deux amoureux transis et leur entourage haut en couleur. Une lecture que je vous conseille, comme toutes les œuvres de cette mangaka. Loveless, une série en cours de Koga-eun, sortie chez Soleil Manga. Et c'est aussi assez spécial, comme tous les Boys Love sortis chez cet éditeur. D'ailleurs, on va être très clair, c'est plus une série qui tire sur le shonen ai qu'autre chose, du moins là où j'en suis pour le moment dans ma lecture. On va suivre Aoyagi Ritsuka qui perd mystérieusement la mémoire ainsi que son frère aîné Seimei quand il a l'âge de 10 ans. 2 ans plus tard, il s'est forgé une carapace de froide indifférence et reste persuadé que la mort étrange de son grand frère est en réalité un assassinat. C'est dans ces circonstances qu'il fait la rencontre de Sobi, une ancienne connaissance de Seimei, qui lui assure qu'il peut l'aider à résoudre le mystère autour de sa mort. Ayant soif de vérité, Ritsuka s'engage à combattre l'obscure organisation des 7 lunes aux côtés de Sobi. Il apprendra alors que Seimei était l'ancien partenaire de combat de Sobi avant lui, et que Sobi aurait logiquement dû mourir en même temps que son frère à l'époque. Plus le jeune garçon creuse pour trouver des réponses, plus il va s'enfoncer dans un puits de questions. Ah, et je vous ai dit que les personnages vierges, et je parle pas du signe astrologique, ont des oreilles de chat dans ce manga. Une étrangeté qui donne une identité propre à cet univers bien singulier, qui a dès le début titillé ma curiosité. Si vous voulez vous lancer sans forcément acheter les volumes qui deviennent très difficiles à trouver, un anime de 12 épisodes est sorti en 2005, histoire de vous mettre dans le bain pour savoir si vous allez accrocher au scénario et aux personnages. N'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil. Maintenant, on va voir un titre que tout le monde doit connaître sans doute, avec 15 tomes au compteur.
Sekai Ichi Hatsukoi, une série en cours de Nakamura Shungiku, et oui, on va en reparler juste après, sortie chez Asuka. Onodera Ritsu, 24 ans, est éditeur de romans dans la maison d'édition de son père. Mais désireux de faire ses preuves par lui-même, il se fait transférer dans une autre entreprise et tombe tout droit dans la section shoujo manga, ce qui n'est pas du tout son domaine à la base. D'autant plus qu'il découvre que son nouveau patron, Takano Masamune, est en fait son ex, avec qui il a eu une relation au lycée, relation qui a aussi été sa première peine de cœur, et de laquelle il s'en était difficilement remis. Entre les malentendus du passé qu'il faut dissiper, son nouveau travail éreintant, et des collègues tous plus loufoques les uns que les autres, la vie professionnelle et sentimentale de Ritsu va devenir bien compliquée. J'aime bien Sekaiichi Hatsukoi. Comme d'habitude avec cette mangaka, on a droit à plusieurs couples bien différents les uns des autres qu'on va suivre dans leur quotidien. Tous les chapitres ne sont pas forcément hyper intéressants, mais on voit bien vite qu'il y a un espèce d'objectif à atteindre pour le couple principal, et ça donne un certain intérêt à l'histoire, malgré la qualité graphique est vraiment pas exceptionnelle, contrairement à la série dont on va parler maintenant. Comptabilisant pas moins de 25 tomes et créé aussi par Nakamura Shungiku, Junjo Romantica est aussi disponible chez Asuka. Sorti avant Sekaiichi Hatsukoi et toujours en cours, là encore les dessins laissent vraiment à désirer. Mais vu la quantité de travail qu'abat la mangaka avec ses deux séries longues en simultané, je trouve que c'est intéressant à suivre, surtout qu'elle fait pas mal d'autoréférences dans ses œuvres. Bon, Junjo Romantica, ça parle de Takahashi Misaki, un lycéen plutôt médiocre qui souhaite intégrer une université prestigieuse. Pour l'aider dans sa démarche, son grand frère, Takahiro, demande à l'un de ses amis, un écrivain renommé du nom d'Usami Akihiko, de lui faire des cours particuliers. Misaki apprend rapidement que Sami est en réalité amoureux de Takahiro, mais celui-ci est fiancé avec une jeune femme et la gestion de cet amour impossible va finir par rapprocher l'adolescent et l'écrivain aigri. Je dois le dire, je préfère d'assez loin Sekaiichi, qui comme je le disais, a un semblant d'objectif. Avec Junjo, on ne sait pas trop où on va, c'est pas joli, et le pire c'est que ça tourne beaucoup en rond, même au niveau des autres couples de la série qui ne sont plus vraiment renouvelés. Ça manque vite de nouveautés quoi. Les deux œuvres sont des séries chorales dont les personnages sont tous plus ou moins liés les uns aux autres, et avoir un tel univers avec autant de volumes sortis dans le genre du boys love, c'est quand même assez fou. Chapeau bas à Nakamura Sensei pour cet exploit, surtout qu'elle est visiblement loin d'en avoir fini avec ses créations. En tout cas, dans l'hypothèse surprenante où vous ne connaîtriez pas déjà ces géants du genre, les deux séries ont été adaptées en animé fidèlement et c'est beaucoup plus agréable pour les yeux. On arrive au bout de mes séries Shonen Ai et Yaoi les plus longues, je ne pense pas en avoir oublié de mon côté, alors si vous avez des recommandations dont je n'ai pas parlé, n'hésitez pas, je suis preneuse. Aussi, si vous voulez des vidéos dédiées spécialement à l'une ou l'autre série que je vous ai rapidement présentée, dites-le moi et je me mettrai au boulot avec plaisir. Ici, c'était vraiment juste pour vous donner des idées de lecture si jamais vous cherchez des histoires en plusieurs tomes. J'espère que ça vous aura plu ou au moins intéressé un peu. En attendant, prenez soin de vous et au plaisir de vous retrouver dans un autre coin de la chaîne.